coup, bienvenue dans le laboratoire d'Anarita Mixio. Je suis Tristan Félix, je suis ingénieur d'études et je travaille ici depuis avec Anarita depuis 7 ans. Nous, en tout cas, l'idée d'Anarita quand on a créé son labo ici à Imagine, c'est de pallier les symptômes de la drépanocytose, non pas en se basant sur les thérapies géniques actuellement utilisées pour les patients drépanocytaires, qui consiste à ajouter un gène qui va remplacer en fait le gène défectueux chez les patients drépanocytaires. L'idée ici, c'est plutôt de modifier le génome grâce à un outil moléculaire qui s'appelle CRISPR-Cas9, dont vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, on en a beaucoup entendu parler au cours des années 2010, parce que ça a été inventé, ça a été découvert durant les années 2010. Et l'idée, c'est de faire des traitements. Il y a plein de traitements très divers qui s'opèrent directement sur le génome pour réactiver l'hémoglobine fétale. Donc le but, c'est plutôt que de intégrer un nouveau gène de l'hémoglobine sain, on va réactiver cette hémoglobine que l'on ne produit que au stade fœtal ou au cours quelques mois après la naissance et qui ensuite s'éteint au cours du développement du nourrisson pour être remplacé par l'hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine adulte. Et en fait, chez les patients drépanocytaires, une réactivation de cette hémoglobine fétale va permettre de considérablement améliorer leurs symptômes. En soi, c'est quand même très intéressant d'être proche des patients, ne serait-ce que d'un point de vue logistique, pour récupérer les échantillons, tout simplement. Alors, on peut parler d'autres choses, d'autres maladies que la drépanocytose, mais par exemple ici, beaucoup de patients viennent ici pour des maladies génétiques qui sont mal identifiées, et le fait que les équipes de recherche soient à proximité permet de considérablement accélérer le processus d'identification du gène de la pathologie au niveau génétique ou épigénétique. Donc c'est clairement un atout. Mais du coup, on projetait de vous montrer où sont stockées ces cellules, vous montrer les cuves à azote liquide, et ensuite vous faire visiter le L2. Donc un patient drépanocytaire qui nécessite une greffe allogénique, donc quand on dit allo, c'est qu'elle vient d'une autre personne, c'est pas une autogreffe, c'est pas une. On recrute les donneurs en fonction de leur haplocompatibilité, donc c'est simplement la compatibilité de leur système, de leurs cellules du système immunitaire avec le receveur. C'est en général un membre de la famille, mais on peut aussi, il y a une banque. Tous les grands hôpitaux du monde ont une banque de donneurs et il peut y avoir des échanges de cellules pour traiter ces patients. Alors, je ne suis pas du tout un expert en greffe allogénique. Nous, notre laboratoire, travaille sur des stratégies thérapeutiques qui permettent justement d'éviter cette problématique de l'haplocompatibilité parce qu'on récupère les cellules souches du patient, on les traite ex vivo, donc en L2, un L2 qualité thérapeutique, pour ensuite lui réinjecter ses propres cellules. Donc il n'y a pas de problème d'haplo-insuffisance et il n'y a pas non plus la nécessité d'avoir un traitement immunodépresseur. Ce qu'on appelle nous un espace de stockage froid. C'est avec donc des moins 80, des congélateurs à moins 80 et des cuves d'azote qui sont jusqu'à moins 180. Tristan s'est équipé d'un dosimètre d'oxygène parce que l'azote peut être dangereuse donc, pour la respiration. Alors normalement tout est calibré, il n'y a aucun problème, mais juste au cas où, il s'est équipé, vous l'avez peut-être vu, il a récupéré quelque chose sur la porte à côté. Donc ça c'est pour vérifier que le contenu en gaz de l'air soit compatible avec la vie humaine, si je peux dire ça comme ça. Il s'est protégé également avec une visière et des gants parce que l'azote liquide, qui est donc à moins 180 degrés, est à l'état liquide et peut brûler. Donc en fait, c'est la peau. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de s'équiper aussi pour éviter que ça rentre dans les yeux. Donc là, en fait, ce qu'il a sorti, c'est ce qu'on appelle un rack, donc, qui est plongé dans l'azote liquide. Et dans ce rack, il y a une dizaine de boîtes dans laquelle il va y avoir des échantillons rangés dans des tubes spécifiques pour permettre aux cellules de bien être conservées. En fait, les conserver au froid, ça permet de pouvoir les stocker
sans avoir à les utiliser dans l'immédiat, parce que malheureusement, on ne choisit pas quand est-ce qu'on reçoit les cellules de patients. Hein. C'est très dépendant de la visite en elle-même des patients. Et donc, comme ça permet de les stocker. Chaque tube contient vraiment des échantillons de cellules différentes. Alors, ça peut être des cellules du sang, ça peut être des cellules de la peau, etc. etc. Et donc, voilà. Donc, en fait, ça permet vraiment de pouvoir les stocker et à ce moment-là, de pouvoir les récupérer pour les décongeler, pour pouvoir les utiliser quand l'expérimentateur en a besoin. Et c'est dans ces incubateurs que l'on met en culture à la fois nos lignées cellulaires immortalisées, donc c'est les modèles les plus basiques, et également les cellules de patients ou de donneurs sains que l'on va mettre en culture. Ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle un poste de sécurité qui est extrêmement important. C'est un équipement extrêmement important, indispensable pour faire de la culture cellulaire, parce que ça se voit pas comme ça, mais en fait, c'est un poste en fait avec un flux laminaire. Il y a un courant d'air permanent ici, au-dessus de sa grille, hein, qui est capté ensuite en hauteur et qui est filtré. Ça permet à la fois d'éviter que des germes n'entrent ici dans cet espace, et pareillement, si on manipule les échantillons infectieux, ça évite que des germes potentiellement pathogènes en sortent. Du coup, moi, je suis Mégane. Je suis postdoc dans le laboratoire d'Anarita et je développe, comme je vous présentais précédemment, des projets de thérapie génique. Ça fait maintenant 3 ans que je suis arrivée ici et je suis très contente. Donc, voilà. Du coup, bonjour, je m'appelle Anne. Je suis arrivée il y a 3 ans à l'Institut en tant qu'ingénieure et je viens de commencer une thèse en décembre. Et mon projet de thèse, c'est besoin d'une nouvelle stratégie de thérapie génique pour soigner la drépanocytose. Alors, bienvenue dans la salle de l'HPLC. Donc, l'HPLC, c'est la High Performance Liquid Chromatographie. Et cette machine nous permet de séparer les hémoglobines, de quantifier les différentes hémoglobines présentes dans les échantillons de patients. Donc, voilà. Ici, on observe différents pics qui correspondent aux différentes hémoglobines qui composent l'échantillon. Chaque hémoglobine sort à un temps bien précis. Et donc, ici, on observe différents pics. Donc, souvent et toujours, l'hémoglobine fétale sort en premier, suivi ici de l'hémoglobine adulte. Ici, on observe un peu d'hémoglobine delta, donc c'est aussi un des variants d'hémoglobine présentes chez tous les patients. Et ici, voilà, un pic qui correspond à l'hémoglobine S. Donc voilà, typiquement, voilà, ce graphe correspond à un patient drépanocytaire transfusé avec des hémoglobines adultes. Et ce graphe correspond à l'analyse des hémoglobines entières. En fait, on a au sein du laboratoire d'Anarita, on a chacun notre propre projet. En général, chaque personne a son propre projet et en fait, chaque personne il y a des ingénieurs. Par exemple, Tristan est ingénieur, Anne est étudiante en thèse et moi je suis postdoc, donc après la thèse encore. Mais on a chacun notre propre projet et donc du coup par exemple Anne est notre experte HPLC et donc du coup voilà, c'est elle qui connaît cette technologie. Donc si on a besoin, on sait pas trop comment analyser un résultat ou on a un doute sur comment la machine fonctionne, on va aller chercher son expertise et voir ça. Mais après par exemple on a d'autres manips. Moi par exemple je travaille aussi dans le L2. On travaille tous notre projet du début jusqu'à la fin.
La réaction de séquençage, c'est un ensemble de cycles qui va lire base après base en partant de l'élastique rose là en haut. Et puis ça va descendre cran par cran, un peu de la pointe des cheveux jusqu'à la racine. Et en gros, ça va lire la base numéro 1 pour chacun parmi les milliards de bouts d'ADN. Ensuite, ça va lire la base numéro 2 pour tout le monde, la base numéro 3 pour tout le monde, 4, 5, 6. Et ça va jusqu'à une centaine de bases d'affilée, comme ça. Et en fait, chaque bout d'ADN est repérable par rapport à ses coordonnées GPS, si vous voulez, sur le support de séquençage. Donc au fil du temps, l'appareil arrive à reconstituer tout le film, quoi, en fait. Et donc à ce stade-là, ça fait des milliards de séquences produites sur un support de séquençage comme ça. On peut en mettre 2 en parallèle si on veut, ou un seul si on en a besoin que d'un. C'est pour ça qu'il y a 2 couleurs différentes. Il y en a un qui est pas en usage, le bleu est pas en usage et le vert est en usage. Mais à l'issue de ce séquençage, donc ça génère donc des milliards d'informations sur chacun des ADN qui a été séquencé, mais on ne sait pas ce que c'est. Et donc le but du jeu, après, ça va être chez nos collègues de la plateforme de bioinformatique qui se trouve en bas. En fait, les données de séquence, elles vont être directement transférées d'Avrel vers leur gros cluster informatique. Et l'étape d'après, donc, ça va être ouvrir le grand livre du génome humain et puis regarder pour chaque bout d'ADN dans ce livre où est-ce que ça s'aligne, c'est-à-dire à quelle page, à quel paragraphe, à quelle ligne en fait du génome ça correspond, et tout ça pour les milliards de petits bouts d'ADN.